Hey, bonjour, chers Fallop. Cette semaine, au Fallop, on a... juste avant de dire qu'est-ce qu'on fait cette semaine, je vais me présenter. Mon nom, c'est Eric Puig, si vous savez pas. Je suis en compagnie de ma co-animatrice, Mélanie Couture. Et cette semaine, on a une super invitée que j'adore. On a Varda Etienne avec nous. J'ai jamais couché avec aucun des deux. J'ai jamais précisé. Oui, parce que nous autres, on invite juste du monde avec qui on couche. C'est connu. Oh my God, ça commence bien, c'est parfait. Ça se fait aujourd'hui. Donc, mais une des raisons pourquoi j'étais contente quand Preach m'a dit, je pense qu'on pourrait inviter Varda puis Jack aussi qui est à la réalisation. En fait, je pense qu'elle serait super pertinente. Et moi, je me suis souvenu quand j'étais beaucoup plus jeune, puis je pense que j'étais même pas encore au bac en sexo, que t'animais une émission où tu faisais des chroniques, où je me souviens plus quoi, mais tu parlais beaucoup de sexualité. Oui, ça, c'est avant mes 2 derniers enfants, mais je n'animais pas. J'étais chroniqueur au sein de l'émission Je regarde moi non plus, qui était à TVA, animé par René-Claude Brazeau avec Éric Salvaire. Avant qu'on sache. Je me souvenais plus qui était là. Avant qu'on sache publiquement que c'est un gros pervers. Mais ceci étant, oui, c'était pas agréable. Parce que tout le monde le savait. Oui, je me souviens. Parce qu'on peut s'entendre là-dessus. Exactement. Mais oui, mais j'ai dit certainement. J'ai dit clairement, c'est quelqu'un qui va être à l'aise de discuter du sujet, premièrement. Puis deuxièmement, tu le sais pas, mais je t'ai déjà servi au Boston Pizza. Ah, tu me viens, j'ai tellement honte de dire que j'ai déjà été là. Mais ton honte de dire que t'as été là, elle vient de dire qu'elle a travaillé là. Hey, I was making money, she was spending some. I'm gonna leave you. Sans farce, je vais vous laisser. Je pense, je vais mettre ça sur le dos de ton enfant. T'étais avec un de tes enfants. Fait que je me suis dit peut-être qu'il a fait comme maman, je veux manger ça, puis toi t'as dit oui parce que t'es une bonne maman. Tu comprends? Absolument, j'avais juste oublié de mettre ma cagoule avant de rentrer. Mais je me souviens d'avoir eu peur. Ben, je me dis, c'est sûr que si je la serre mal, elle va être fâchée. Oui. Mais t'as pas été fâchée, mais j'étais comme, pfiou, j'ai fait une bonne job. Good for you. Fait que, ouais, c'est ça. On veut démystifier le sexe et la santé mentale. Parce que, pour de vrai, moi, je me rendais pas compte qu'il y avait que c'était un enjeu, que ça pouvait affecter, qu'il pouvait avoir des étapes, pas des embûches, mais qu'il va y avoir certaines barrières à propos de ça. Mais c'est-à-dire, je suis pas prête à utiliser le mot barrière, mais ce que je peux te dire, c'est que, dépendamment de quelle maladie mentale... Défi. On peut utiliser le mot défi dans ce cas-là? Non, même pas. Adaptation? Non, je te dirais que c'est la résultante de, par exemple, un épisode de crise. On associe souvent certaines maladies mentales avec l'hypersexualisation. Parce que, exemple, pour les bipolaires, j'aime pas dire non, c'est vrai. Je recommence. Je ne dis plus maintenant les bipolaires. Je dis les gens qui souffrent de maladies bipolaires. C'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Parce que je veux dire, souffrir de la maladie bipolaire ne dit... Être, c'est comme un choix. C'est ça. Exact. Ce n'est pas mon identité. Ouais. Exact. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que en général, lorsqu'on est en crise, en manie ou en hypomanie, ça a tendance à faire que on devient hypersexué. Et ça a des bons et des mauvais côtés, dans le sens que tu prends ton pied en salle. Mais c'est après, tu fais comme, oh, did I do that? Really? Did I go there? Tu viens un personnage des Simpsons? Non, ça c'est Urkel. Non, did I do that? Did I do that? Exactly. Mais je t'assure que, tu sais, sur le coup, tu y penses. Sur le coup, tellement. C'est vraiment le coup. C'est vraiment le coup. Mais c'est que tu réalises pas, tu penses vraiment qu'à toi, puis c'est une façon, je te dirais, moi qui n'ai jamais fait de drogue de ma vie, j'imagine que c'est l'équivalent de faire une ou 2 lignes de coke. C'est comme un high. C'est un immense high. Puis c'est quand tu reviens, tu fais comme, boy, c'était peut-être pas une bonne idée. Fait qu'il y a des regrets. Oui, beaucoup. Oui, mais est-ce que ce high-là t'amène à prendre plus de risques? Non seulement t'es hyper sexualisé, mais est-ce qu'à un moment donné, t'as comme moins de filtres ou moins de conscience des conséquences que ça peut avoir? Non seulement juste pour dire que tu couches avec des gens, mais tu sais, je veux dire, comme, est-ce que tu penses moins à te protéger? Ben, je te dirais que... Oui, OK, dans les épisodes... Dis la femme qui est mariée, mère de 3 enfants. Oui, c'est parfait. C'est parfait de préciser. Tu mettras une petite astérisque en dessous, juste pour... Bon. Mais c'est ça. Puis je veux dire, on a passé vraiment vite, là, mais il faut comprendre que
t'as parlé souvent publiquement Oui. de la bipolarité parce Oui. que tu es quelqu'un qui a dû apprendre à vivre avec Oui. ou à gérer ça. Puis tu l'as toujours dit publiquement. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi on s'est dit, je pense que ça serait quelqu'un qui pourrait nous éclairer là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, on dit pas que juste que tu es quelqu'un qui parle de bipolarité de même, là, dans le sens que on le sait que tu dois vivre avec. Il y a un lien, là. Il y a un lien, exactement. Just in case. La suite des idées, là. On va mettre ça clair, là, tu sais, comme les gens vont dire, c'est qui puis pourquoi. Mais c'est ça, mais je me demandais, moi, quand on est dans si justement, il y a des gens dans des épisodes maniaques qui brûlent leur portefeuille à un point tel qu'ils s'endettent, est-ce que tu penses moins à mettre un condom? Est-ce que tu peux mettre plus en moment d'insécurité? Oui. C'est-tu plus dangereux? C'est-à-dire que, moi, je te dirais qu'avec le temps, je suis beaucoup plus stable. Mais je te dirais, dans mes jeunes années, je me souviens, moi, je suis partie à Paris à 18 ans, toute seule. On s'entend que Paris, c'est Paris. J'ai passé un an là-bas où écoute, je me pouvais plus, puis c'était dans les années 90, l'époque des supermodels avec les Naomi Campbell et tout ça. J'allais dans les clubs, tu sais, hyper pas comme huppés. si tu ressemblais pas à une supermodel. On s'entend. Merci, exactement. je tiens à préciser. On a vite vu le lien. Mais Donc, je te dirais qu'à l'époque, j'étais effectivement beaucoup plus irresponsable. Fait que la jeunesse mélangée à ça, ça peut aussi. Oui, la jeunesse mélangée à ça, mais il y a encore des gens qui sont adultes et qui sont dans la trentaine avancée, quarantaine avancée, qui, en période de crise, prennent beaucoup de risques dans leur vie sexuelle, c'est-à-dire qu'à multiplier les amants. Écoute, moi, j'ai une amie, pour ne pas la nommer, qui souffre du trouble bipolaire, qui est complètement hétérosexuelle et en moment de j'allais poser la question, Voilà. est-ce que ça te pousse à faire des trucs... Si ça te pousse à être une personne que t'es pas sexuellement, est-ce que... Si Je pense que ça pourrait. Je pense que ça pourrait parce que justement, cette amie-là en question, qui n'a normalement aucune attirance pour les femmes, je veux dire, qui n'est pas bisexuelle ou lesbienne, peu importe, s'est mise en situation où est-ce qu'elle a eu des rapports sexuels avec des femmes ou des rapports sexuels avec plusieurs personnes. Ce qui n'est pas son choix premier. Mais en période de crise, ben écoute, que ceux... Mais est-ce que la crise est un désinhibiteur puis peut-être révéler Absolument. des choses que Absolument. s'il n'y avait pas autant de pression sur des normes sociales? Ah, alors, non, je m'excuse. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas ok. nécessairement. C'est vraiment, tu as l'impression d'être dans un état second, tu sais. Je comprends. Parce que t'es en crise de bipolarité, quand tu es dans la phase maniaque, ben t'es comme le syndrome, t'as le complexe de Dieu. Donc tu peux faire n'importe quoi avec n'importe qui, tu te fous des conséquences. It's all about you. Ouais. Donc tu vois ça malheureusement, mais ça fait en sorte que tu adoptes des comportements qu'en temps normal tu n'adopterais pas. Parce que tu as la conscience de l'autre en temps normal. Exactement. Donc moi ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'aide encore à me stabiliser, c'est le fait que je suis en psychanalyse 3 fois semaine, là, ça m'aide beaucoup. Une médication adéquate, puis d'avoir, tu sais, l'entourage, là. Oui, un suivi, puis un Un entourage. suivi, oui. Puis probablement aussi, comme tu dis, comme tu disais, marié avec des enfants. Oui. Fait que peut-être aussi que quand la cellule familiale est plus solide, Mais ça c'est peut pas aider. facile non plus, là. À l'intérieur de la cellule familiale Oui, aussi, c'est ça pas doit avoir facile. ses répercussions, effectivement. Absolument. Parce que, sans rentrer dans les détails de ton couple, c'est dur pour la personne qui le vit, mais c'est dur pour la personne qui vit pas l'émotion que tu vis et qui ne souffre pas de trouble de bipolarité. Ton conjoint, des fois, il y a peut-être un manque de compréhension. Des fois. Non, moi, je pense pas que c'est un manque de compréhension. Moi, je veux dire, c'est extrêmement demandant. Il faut vraiment que la personne avec laquelle tu partages ta vie fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, mais qui, au-delà de ça, éprouve un amour sincère, profond et qui croit en la relation. Et je parle pas seulement en termes sexuels, parce que ce que ça fait aussi, je parle pas d'infidélité ou quoi que ce soit, mais par exemple, quand je suis en phase d'hypomanie, ben c'est ça, c'est que tu peux avoir des rapports sexuels puis être extrêmement exigeante envers ton conjoint. Puis lui, il est comme, ben, c'est beau. Là, t'es comme, non, moi, je suis pas brûlé. Tu sais, tu sens vraiment comme t'es vraiment comme des Energizer Rabbit. C'est comme, t'en as jamais assez. Puis il est comme, mais là, je peux-tu dormir? Et donc, c'est l'extrême à l'autre. Donc, tu passes de ça à... Oui, oh non, souvent, c'est drôle parce que souvent, les gars, ils rêvent de ça, là, d'avoir la fille là, qui veut tout le temps. Ils rêvent de ça jusqu'à temps que ça arrive. Quand ça arrive, ils sont comme wow! Wow! Je n'étais pas prêt. Ah, je n'étais pas prêt. Exact. j'ai wow! Non, je pouvais vraiment pas. Parce que tu sais, je veux dire, comme les extrêmes, peu importe c'est dans quoi, ça peut toffer un certain temps, mais tu peux pas être constamment dans un extrême. Non. Tu sais, ça n'a plus de sens. Non, puis c'est drainant, tu sais, c'est drainant, c'est demandant, c'est exigeant, c'est décevant aussi. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais ça va arrêter où?
Tu comprends? Mais là, il est arrivé quelque chose d'excellent. Je suis en préménopause. Alors, je partage avec vous le peuple. Donc, je peux vous dire que c'est le désert du Sahara en salle. Mais vraiment. T'as effleuré un sujet. T'as effleuré un sujet. T'as dit que d'un côté, tu pouvais être hyper sexualisé. Oui. Puis de l'autre côté, ça va être le contraire. Oui. Puis tu sais pas, il y a pas de nombre. Non, il y a un milieu. Absolument, il y a un milieu. Oui, il y a un milieu, mais je veux dire, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas, tu sais pas quand est-ce que les deux phases extrêmes durent. Est-ce qu'il y a un laps de temps où des fois, t'es dans un moment où est-ce que tu penses que ça finira plus, là. Non, mais je te dirais, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est qu'avec l'âge, ben, tu te calmes. Veux pas, je veux dire, tu sais, j'ai plus 22, là. Tu sais, j'ai comme, quasiment 25 de plus. OK? Non, moi, j'assume. T'as comme 25. C'est ça? Non, si t'es préménopausée, t'as 40. J'ai 47, mais ça, oui. Mais ça a été une ménopause, une préménopause un peu provoquée parce que, OK, là, je donne trop de détails sur mon utérus, mais mettons que je ne l'ai plus. OK, on va faire ça de même. Ça explique le ça explique, provoqué. oui. Alors, ceci explique cela. Ouais. Mais je te dirais que mon désir se transforme en autre chose. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus besoin d'affection puis de proximité. Mais de peau, de oui, chaleur. de chaleur ouais. que, tu sais, m'envoyer en l'air à toutes les 2 minutes. Là. Exactement. Tu sais, je veux dire, gonos que j'ai eu du fun dans ma vie. Oui, je pense qu'elle a donné. Je pense qu'elle a donné. Non, mais tu sais, je me suis mariée 2 fois, puis pour moi, c'est important tu sais, d'être en couple, puis d'être Épanouie. I'm just joking. C'est comme... Let's go. Votre face valait 1 million. Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment manqué un bout. I need a moment! On va tellement freezer ce frame-là C'est vraiment ça. et ça va devenir la promo. Ellen Mango comme... Ben voyons, va-t-il falloir que je gère ça? Et bon, pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify, elle a fait une face comme si elle allait pleurer, puis c'était très, c'était bien. Hein? C'est vrai. J'aurais donné un Moi, Oscar. j'avais mon ancienne face d'intervenante de comment je vais récupérer ça. Moi, c'est comme, wow. OK, je vais attendre. On parle beaucoup de crise, sauf qu'il y a aussi un autre aspect qu'il faut qu'on parle, c'est les médicaments. J'imagine qu'il y a encore des défis que les médicaments peuvent poser. En faisant des recherches, paraît que ça joue sur la libido. Beaucoup. Mais ça, tu sais, t'es là avant de trouver le bon médicament. Dans mon cas, ça a pris 20 ans, je crois. Et je suis encore... Oui, attends. Je m'excuse de vous recevoir. T'as dit long, je m'attendais à 6 mois. Non, 20 ans. 20 ans parce que, bon, déjà, moi, je souffre du trouble bipolaire type 1. Donc, c'est dans la maladie, les cycles rapides. Donc, je peux changer d'humeur dans la même journée. Je peux tomber en down, être en high. Bon, dans la même journée. Dans la même journée. Okay. Oui, et même en quelques heures. C'est sûr qu'avec la médication maintenant, c'est stabilisé et tout. Mais il y a des périodes de l'année comme le printemps et l'été où je vais hyper bien. Ben, on doit... ma médication doit être ajustée absolument parce que je suis moins dépressée. En fonction des saisons. Absolument. Même. Comme là, tu vois... Wow. L'hiver, en général, c'est comme le World Trade Center ou la bourse. En 87, je crash. Vraiment. Mais peu importe où est-ce que t'es. Si tu décides de voyager, ça se rapport avec le soleil. Écoute, c'est drôle. Il y a 2 ans, j'étais en Haïti. J'adore aller en Haïti l'été. Écoute, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Et tout va super bien. Tu sais, bon. Et je tombe en une crise grave où est-ce qu'on me fait... Ma crise est tellement forte à l'hôtel que la réception fait venir un psychiatre qui passe 24 heures avec moi dans la chambre. Écoute, ça m'a coûté une fortune. Bon, je remercie les assurances Desjardins d'avoir payé là. Ça sert à quelque chose. C'est pas juste voler vos données. Vous perdez vos données, mais vous êtes bon là-dessus, les chums. Merci. Les bons psychiatres en bas. Exact. mais pour répondre à ta question, c'est sûr que mon psychiatre me dit toujours, vous savez, Madame Étienne, vous avez l'impression de changer le mal de place en allant dans un autre pays où est-ce qu'il y a la plage et le soleil. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Et ça, j'ai vraiment réalisé que c'était pas vrai. Lorsque, comme je t'ai dit, je me suis tapé une sale crise en Haïti, tu sais. Ça se passe ici. C'était en hiver. En hiver, absolument. Ça a pris 20 ans. Ben, en tout cas, puis peut-être que puis encore aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir des ajustements à faire avec la ménopause qui s'en vient, puis toute la patente, comme tu viens de parler. Mais tu vois, il y a exactement 1 mois, je disais à mon psy, j'ai l'impression que je suis pas sur le médicament parce que, bon, par exemple, je ne dors pas. Moi, je dors 3 heures par nuit. Je dors pas beaucoup. J'avoue que je dors pas beaucoup. Est-ce que tu siestes l'après-midi? Ça arrive.
Moi, c'est tous les jours. Sinon, je crash. Ouais, je dors pas beaucoup. Et si je reviens à la maison à 4 h du matin ou je me réveille à 6, t'es là. T'es là, tu viens te lever, tu fais un message sur Facebook. Mais c'est lourd. T'es souvent connecté. Parce que ton corps, tu veux pas, ton corps, there's so much you could take, donc tu peux pas faire autrement que... Pas dormir une nuit, c'est une chose, mais en continu, moi, c'est l'histoire ça vient de ma affecter vie. l'humeur. Wow. C'est l'histoire de ma vie. Puis là, mon psychiatre est comme, mais madame médecine, à un moment donné, je sais plus quoi vous prescrire. Donc là, c'est l'huminothérapie, c'est les tisanes, c'est, OK, pas de télé dans la chambre, plus d'écran 1 heure avant. Mais il y a rien à faire. Mon corps est ainsi fait. Et lorsque je prends pas mes médicaments, par exemple, à un moment donné, je suis comme, non, faut que je dorme. Mais au lieu de me lever à 4, je me lève à 5h30. Hello, tu sais, c'est comme, allô, là, tu sais. Ben, dans le temps que t'avais des enfants qui se réveillaient de bonne heure. J'avais une nounou à temps plein. C'est ça. Non, oui. Je comprends. Non, mais tu sais, c'est clair avec mon ex-mari. J'ai dit, écoute, j'avais dit à mon ex-mari, j'ai dit, écoute, tu veux des enfants, pas de souci, mais ça nous prend une nounou. Parce que, j'ai un postpartum, mais horrible. Je veux dire, avec la maladie en plus, écoute, c'était horrible. Et puis toi, tu pouvais te permettre d'avoir une nounou. Mais c'était... Il y a les gens qui peuvent pas se permettre d'avoir une nounou. Il y a un qui n'a pas faire d'enfant, juste comme ça. non, je niaise, ça, je pense qu'elle vient de piquer. Non, mais c'est... Non, mais j'ai... Évidemment, il y a un ton, on niaise, là, évidemment. Oui. Justement, alors parlons de niaiser, ce que je veux dire de manière plus sérieuse, c'est que j'ai beaucoup, mais énormément de respect et de sympathie et d'empathie, justement, pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Surtout, les femmes, clairement, qui, après une grossesse, se retrouvent en dépression postpartum. Et ensuite, combiné à ça, une maladie mentale. Chapeau. Ouais. Chapeau. Non, j'espère qu'ils sont un peu repêchés par le milieu pour leur donner un coup de main parce que ça a juste pas de sens. Ça. Je veux dire, la pensée suicidaire doit être très, très proche. Ouais. Exactement. Puis là, tu deviens comme une locumène, tu veux rien faire, tu pleures tout le temps, t'es déprimé, tu veux pas t'occuper de ton petit. C'est pas banal, là. Je suis content qu'on en parle parce que, tu sais, c'est ça, j'avais aucune idée. Oui. Parce que j'ai pas à avoir une idée. Tu comprends? Je vis pas ça. Moi, ça va bien. Moi, je vis la vie. Même pas de ménopause, j'ai pas d'enfant. Ta conjointe non plus. Fait que t'as pas je suis content qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens que, quand on parle des personnes qui sont affectées par des troubles de bipolarité ou de santé mentale, il y a aucune compréhension parce qu'ils n'ont pas le temps. Tout ce que la personne a le temps de dire, c'est « je suis affecté par ça ». Exact. Ils n'ont pas le temps de dire tout le reste puis de comprendre à quel point c'est profond puis ça peut être. Nous, on a décidé de cibler la sexualité, mais je pense qu'on pourrait faire une émission, tu sais, comme, parce que nous, c'est les fallops, fait qu'on parle de sexe, mais je pense qu'il aurait pu avoir la famille, la belle famille, le travail, l'éducation des enfants. Tu sais, comme, chaque branche de la vie est affectée par le trouble ou la maladie, tu sais, mais ce que je me suis rendu compte, parce que on a parlé avec les gens et en passant à tous les auditeurs des fallops qui nous ont soit envoyé en messagerie privée ou sur les commentaires vos témoignages. C'est très touchant que vous nous faisiez confiance. C'est merveilleux. Je sais que c'est pas toujours facile d'en parler, mais j'ai senti que le monde avait quand même besoin de retrouver un semblant de communauté là-dedans parce que, écoute, en passant du trouble anxieux au TPL, à dépendance affective, à, tu sais, comme, on se rend compte. Exactement, ça aussi, ça a sorti, puis j'étais contente parce que je savais qu'on aurait un exemple flamboyant. Mais, tu sais, je m'étais dit, oh my God, chaque trouble a affecté la sexualité des gens. Et là, les médicaments, t'en parles, puis je sais pas si c'est la même chose, mais il y a bien du monde qui ont eu des très graves dépressions. Oui. Et les médicaments, non seulement leur ont enlevé tout le goût d'avoir du sexe, ou des fois, ça mais stagne. leur a aussi enlevé la possibilité d'obtenir l'orgasme. Fait que c'est comme... Surtout chez les hommes. Oui, ils sont en phase plateau. Il y avait des filles aussi, mais tu sais, moi aussi, il y a des hommes qui nous ont dit ça. Puis il y a des filles qui nous disaient, c'est dur pour mon chum parce que, tu sais, comme, oui, il y a des érections, mais il vient plus. Ouais. Fait que t'as pas plus envie d'avoir des érections si tu sais qu'en bout de ligne, tu sais. Puis elle a bien beau tout donner ce qu'elle a donné, faire des bruits, se mettre le cul dans les airs. Tu sais, comme elle fait tout ce qu'elle peut, tu sais, mais tu sais, comme, tu sais, ça, fait qu'elle se donne comme ça se peut pas, puis elle y arrive, tu sais, comme. Ça, c'est quand t'as une érection. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu sais, souvent, les gens, ils comprennent pas, souvent, les gens qui sont pas. Ah, mais prends-les tes médicaments, tu sais. Exact. Mais à un moment donné, c'est parce que je bande plus, je veux avoir une vie sexuelle, ça fait 6 mois, 8 mois, 9 mois, à un moment donné, tu
te demandes pourquoi les gens, ils prennent plus leur... Ça peut être une raison, mais ils veulent pas nécessairement t'en parler pour avoir un jugement. Exact. Si les gens vont pas comprendre, on va faire comme, ah ouais, mais tu sais, ça vaut la peine pareil, là. C'est pas grave, c'est pas important, t'as pas... Non, c'est important, ça fait partie de la vie. Je suis rendue une loque en phase... dépressive. Dépressive. De la maladie, oui. Exactement, tu sais, puis il y a quelqu'un qui a écrit, elle dit... Hey, j'avais même pas de force de prendre une douche. Je pensais que j'avais de la force de baiser. Exact. Elle dit, deuxièmement, je savais que j'étais sale, me sentais dégueulasse. Non, tu trouves, tu sais, c'est comme, fait que si tu t'aimes dégueulasse, t'as pas envie. Exactement. Tu te sens pas désirable, t'es pas. Oui. C'est que ça. Tu t'aimes pas, fait que tu fais rien. Oui. Tu te sens dégueulasse, fait que tu fais rien. Parce là, que tu te sens coupable parce que tu fais rien. c'est juste une roue qui tourne. Tout le temps. Tout le temps. Moi, à force de lire des témoignages puis de m'intéresser au sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait une banalisation de tout ça au niveau du corps médical. Je pense que de s'intéresser à la sexualité des gens quand ils sont en troubles mentaux, il y aurait des recherches qui auraient tellement gagné. Puis il y a probablement des chercheurs là, qui sont là-dessus, là. Mais tu sais, moi, je me rends compte que quand ça touche aux femmes, surtout quand ça touche à la sexualité, ben c'est souvent plus mis de côté, puis c'est pas là-dessus qu'on va faire le cash. Tu sais, le Viagra, on l'a trouvé vite en esti. Tu comprends? Exact. En même temps, c'est une erreur. Quel excellent point. Mais c'est une erreur, sauf que l'affaire que moi, le truc que je veux apporter, c'est que pour le corps médical, c'est que pour les femmes, d'en parler, vu qu'on est habitué que les femmes s'expriment, on minimise leur douleur. Parce que, t'as pas si merci mal de que dire. ça. Non, merci, Preach. Merci Ta de dire. gueule, tu sais. Exact. Fait qu'ils vont Parce comme que minimiser les mots que les femmes vont avoir. Puis du côté des hommes, c'est que les hommes, eux, vu qu'ils sont pas habitués d'en parler, ils en parleront juste pas. Ben non, il y a l'orgueil. Ils vont juste l'orgueil d'homme, tu sais, espèce de masculinité, là, qui fait que, non, moi, je suis correct, pas une tapette, moi. Exact. Non, je suis pas, tu sais. Ils vont se dire ça qui est absolument toxique pour faire qu'ils spiralent dans une espèce de trou qui font, ben, ça fait le même résultat, essentiellement. Exact. Un se fait ignorer, l'autre se fait ignorer parce qu'il en parle pas, tu sais. Fait que, j'ai pas la solution, là. J'ai juste constaté que ça existe, puis je l'ai pas la solution pour ça, malheureusement, là, tu sais. Je sais pas ce serait quoi, là, Ben, écoute, on pourrait chanter une belle chanson puis dire qu'il faut s'aimer puis s'écouter, mais... Mais je pense pas que ça Pour vrai, ça sera pas ça qui va régler le problème. Je pense que le programme est plus profond que ça. Puis j'ai vu aussi qu'à un moment donné, il y a des gens qui font le choix conscient d'arrêter de prendre leur médication pour éviter tous les effets secondaires. Puis ça, ben, tu fais comme, oh my God, t'as le goût de faire le bruit de, tu sais. Mais, puis ça a des effets aussi sur le partenaire. Oui. Parce que il y a une fille, elle écrivait, elle dit, bon, tu sais, comme mon conjoint, lui, il y avait plus d'érection. Fait qu'à un moment donné, il a décidé d'arrêter de prendre la médication pour retourner avoir du sexe. Mais elle dit, la maladie, tu sais, la dépression est encore là. Voilà. Fait qu'elle dit, le sexe, c'est pas vraiment comme avant. Puis quand il est là, fait qu'aussitôt qu'il y a comme une petite période d'accalmie où est-ce qu'on a l'impression que tout va bien, elle dit, moi, je marche sur des œufs pour essayer de rester dans cette zone-là. Parce que tabarouette, tu sais, comme on veut pas retourner dans une zone plus grave ou dans une zone où est-ce qu'il faut, tu sais. Fait que tu dis, oh, c'est systémique, cette maladie-là. Là. Ça affecte tout ton système. Là. Tes enfants, ton mari, ta sexualité. Oui, comment ton médicament aussi va affecter ton corps, c'est que... moi, je peux te dire, il y a la prise de poids, hein. C'est ça, la prise de poids. Tu sais, mettons, si t'es quelqu'un qui s'entraîne, tu t'entraînes. T'as toujours été svelte, en santé. Boum. Ça arrive, tu te fais diagnostiquer. On te prescrit quoi? Du lithium? Mais par exemple, le lithium, la motrigine. J'ai pris 40 livres. Moi, c'est pas compliqué. Tu prends du poids. T'as jamais été comme ça de ta vie. Ton corps a jamais été comme ça. C'est sûr que... La grosse que je suis va quand même faire la parenthèse entre t'as été en forme et en santé. T'as été svelte et en santé. C'est ça que t'as dit? Ah, je vais faire la petite parenthèse de tu peux être chubby et en santé. Absolument. Svelte, t'es pas en santé, pas en Svelte, t'es pas en santé. Oui, absolument. Mais je comprends que si t'as été svelte toute ta vie, puis que c'est le corps que tu connais, puis que c'est le corps que t'aimes, ça prend un apprentissage d'aimer un corps de chubby. C'est pour ça que je dis svelte et en santé. Parce que c'est des gens qui sont svelte, mais qui sont pas en santé, là, je veux dire. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je mets les deux, là, svelte et en santé. C'est un veut pas dire l'autre. C'est pour ça que je mettais les deux. Mais sans vouloir décevoir qui que ce soit, en général, la prise de médicaments, la majorité du temps, apporte une prise de poids. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai pris 40 livres, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réussi à perdre du poids cette année parce que depuis des années, mon psychiatre me dit, Madame Estienne, faites de l'exercice. J'en ai parlé partout sur les réseaux sociaux, c'est ce qui a sauvé ma vie. En 2019, c'est la marche.
Je marche tous les jours 1 heure de temps. Alors, non seulement je perds du poids, mais le fait de m'oxygéner le cerveau, c'est magique. C'est aussi important et aussi bénéfique que les médicaments. OK, mais comment tu fais pour dire... J'entends parler de ça, des gens qui ont des crises d'angoisse, qui ont de la dépression, et que l'exercice physique a fait une grosse différence. Mais comment tu fais pour... T'es en dépression, t'as pas le goût de rien faire, faut que tu te kicks. Comme personne qui est pas affectée par ça, je veux pas dire qu'il faut que tu te kicks c'est un bon pour point. aller le faire. Mais comment Eric, tu fais justement pour te motiver, pour aller marcher justement? Ben Eric, tu vois, c'est un très bon point que tu amènes, puis c'est pas toujours évident. Par contre, moi, lorsque je me réveille le matin, j'ai tendance à me réveiller avec des palpitations. Okay. Donc, je vais pas bien. Mon réflexe est de... Je comprends que t'aimes pas ça dormir. Si tu travailles dans je serais comme c'est un bon point, ça. Non, mais alors, ce que je fais, par exemple, ce que je fais tous les jours, c'est que je me conditionne. Je me réveille le matin. Puis là, le matin, j'ai pas trop le temps de penser. Donc, c'est automatique. Je pars ma machine à espresso, je me fais un espresso court. Puis là, ça me tente pas, je m'en fous. Je mets mes espadrilles. Moi, je suis une mélomane dans l'âme. Donc, ce que je fais, c'est que la veille, j'enregistre une playlist que je sais qu'il va me faire triper. Alors, au lieu de l'écouter pendant que je l'enregistre, je me dis, OK, demain matin, j'écoute un bonbon. Oui! C'est comme quand on avait hâte de manger des céréales que ma mère venait de nous acheter. Exactement. Alors là, je suis comme ça que toi, t'es mince, moi, je suis chubby. Moi, je fais des céréales, puis elle, ça marche. Non, mais tu sais, c'est comme, pour moi, c'est... You said it. J'ai rien dit, moi. J'ai tellement rien dit. Je veux tellement pas aller là. Hey, trop tard. Elle est allée là. Don't worry. Mais moi, c'est ce qui... marche. Donc, puis la musique. La musique. Tu sais, moi, pour moi, la musique, c'est un échappatoire. Ça me procure un bien-être extraordinaire. J'adore la musique. Puis en marchant, mais tu sais, ça me permet de voyager. Donc, je t'embrasse, on s'entend-tu, là? C'est loin d'être exotique, là. Il n'y a pas de palmier puis pas de sable là. On s'entend. Mais... avec ma musique, ça me permet de voyager. Donc, pendant que je longe les sentiers, je me dis, ça me rappelle le voyage que j'ai fait au Mexique. Ça me rappelle Haïti. Ça me rappelle Paris. C'est dépendamment de ce que j'écoute. Et là, sans m'en rendre compte, je me dis, je regarde ma montre, je dis, ça fait 1h30 que je marche. Et quand je reviens, le sentiment d'accomplissement, mes amis, je peux pas vous l'expliquer. Vraiment, je suis comme une enfant, je me tape dans les mains, je me fais des high five dans le miroir. You go, girl, you do. Yeah. Mais oui. Tu comprends? Ça part d'une journée, ça? Exactement, oui. Ouais. Fait que je peux comprendre pourquoi que, en fait, peut-être que les gens qui, justement, sont pas capables de sortir pour aller prendre la marche, peut-être qu'ils vont avoir besoin du coup de pouce des médicaments avant. Oui, absolument. Puis une fois que les médicaments sont embarqués, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a un petit peu plus de lumière, puis qu'avec cette lumière-là, tu décides de faire autre chose, tu sais. Je suis pas certaine que dire... C'est plus facile à dire qu'à faire, là. Ouais, je suis mal placé. Quelqu'un qui est en train de faire du fœtus dans sa chambre à coucher, pas de médication, c'est pas moi, tu sais, personne ne devrait y botter le cul et dire « Va marcher! » Non. Je suis mal placé pour le dire, mais ça passe par les médicaments, Exactement. même s'il y a plusieurs défis qui rentrent là-dedans à la fin de la journée, c'est ça qui va aider vers un processus de stabilité. Tout à fait. Il y avait un témoignage intéressant aussi qui nous parlait d'anxiété. Et puis, c'était pas tant une question, mais c'était vraiment une explication. Cette personne-là elle disait, je faisais de l'anxiété et mon anxiété m'amenait à avoir plusieurs scénarios dans ma tête face à mon conjoint. Fait que ces scénarios-là me faisaient agir d'une façon différente selon ma sexualité. Fait qu'elle dit, soit que les scénarios, quand j'avais les scénarios avec mon conjoint qui étaient probablement, puis là j'extrapole parce que elle l'a pas écrit là, mais qui me trompe ou qui trouve quelqu'un d'autre de belle ou bon tout ça. Fait qu'elle dit, je devenais anxieuse. Fait qu'elle dit, soit que je devenais hyper sexuelle en me disant, on va le garder, on va le garder, hein, il va voir que moi je suis capable d'y en donner. Exact. Elle dit, ou soit qu'à un moment donné les scénarios devenaient tellement intenses que je shuttais down, tu sais, j'étais complètement avec la switch à off. Elle dit, j'avais plus aucun désir parce que je voyais des affaires qui étaient trop difficiles, tu sais, puis que j'avais plus envie de lui du tout. Puis lui, dans ça, il avait jamais rien fait. Fait que, elle dit, lui de ce côté, il est de son côté, puis c'est intense, mais finalement, elle dit, c'est lui là qui paye pour à travers tout ça. Fait qu'elle dit, la médication m'a aidé à ce que ces scénarios-là quittent le cerveau. Puis ça m'a, tu sais, pour plus avoir une sexualité en fonction de mon anxiété, tu sais, parce que c'était rendu ça. C'était non seulement que la sexualité était affectée par, mais sa sexualité était en fonction de comment que ces crises d'anxiété allaient. Dans le fond, c'est ça. Tes médicaments vont t'aider à une guérison, puis si tu te guéris pas, ça se peut que tu saignes sur du monde qui t'ont pas fait mal. T'sais. C'est un peu ce qui se passe. Ça se pourrait. Puis, mais je pense qu'il y a les gens qui t'aiment vont écorcher au passage aussi. Mais tu sais, les gens qui t'aiment
moi, je pense tout le monde arrive avec un bagage, puis on est tous nés avec quelque chose. Puis, tu sais, je veux dire, comme même les couples les plus supposément équilibrés mentalement, tu sais, l'autre arrive avec sa valise, puis il faut que tu gères des affaires. Tout le monde a vécu, tout le monde a vécu. C'est juste qu'il y en a qui sont plus un match parfait parce qu'il y a des personnes qui sont plus compréhensibles, qui ont plus d'ouverture, puis ils se matchent avec les personnes qui, des fois, ont plus de difficultés. Puis après ça, ils ont d'autres choses dans leur vie, puis que l'autre personne est compréhensive de ce côté-là. Tu sais, fait que, tu sais, trouver le bon match dans la vie, je te dirais que c'est pas mal tout. T'sais. Est-ce que l'éducation sexuelle de tes enfants, ayant vécu ce que tu as vécu, est devenue quelque chose qui a été importante pour toi à faire ou tu as senti que tu as dit ça, c'est pas ma place? Ah non, au contraire. Moi, j'ai toujours été très ouverte avec mes enfants, très ouverte, et je pense que sans avoir la prétention d'être une sexologue ou quoi que ce soit, mais je me dis que c'est à moi. Je suis un parent d'abord et avant tout. C'est la première chose. Et comme je suis très excentrique, très exubérante, moi, mes enfants sont comme, OK, maman, c'est bon, on a compris. Tu sais, moi, je suis comme, bon, OK. Tu sais, j'ai dit à mon deuxième fils, bon, là, t'as 14 ans, party. C'est le moment. Turn up! C'est le temps que tu te découvres. Il est comme, maman, c'est bon, j'ai compris. Non, est-ce que tu as vraiment compris? Comme, parce que l'affaire que tu sais pas, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, comme, t'es dans ta chambre, t'es dans la salle de bain, mais vraiment, je veux dire, mets-toi à l'aise, puis découvre ton corps, puis have fun. Et comme, maman, sérieux, c'est beau, j'ai vraiment, maman. C'est drôle parce qu'on a fait une émission sur la masturbation il y a pas très longtemps. C'est beau. Là, je suis comme. Faut en parler. Puis, je dis, tu sais quoi? Je ne sais pas les détails, l'heure précise, mais lors de ton premier rapport sexuel, ben, regarde, moi, tu peux m'en parler. Il est comme, maman. Je suis comme, non, mais attends, c'est-à-dire que. Ta face, man. Ta face, quand tu es mute, tu sais. Le roulement d'yeux est fort, là. Mais moi, ce que je veux lui faire comprendre, c'est que je veux pas avoir des détails clairement, mais je veux m'assurer qu'il se protège. Je veux m'assurer que la personne avec qui il a des rapports sexuels, que ça soit plaisant pour les deux, qu'il y ait beaucoup de respect, qu'il soit à l'écoute, que non, c'est non. Surtout pour mes garçons. Ma fille, elle est extrêmement pudique, donc elle est comme, OK, c'est beau, je sais que, OK, vraiment, maman, je suis comme, let's talk about it. Elle, c'est le classique de la. Mais tu sais, je me dis, en faisant la démonstration d'être un parent ouvert d'esprit, puis à l'écoute de ses enfants, il y a certaines questions que je vais être celle qui va être la mieux placée pour leur répondre. Puis d'avoir justement été à un moment donné dans ma vie, hypersexuée, puis ce que ça comportait comme risque. T'as-tu une ouverture là-dessus avec tes enfants? Tes enfants sont conscients? Non. Non. Salut! Non, mais je veux dire, est-ce que tes enfants savent les impacts que la bipolarité a eu sur toi, ou ils savent pas que t'es bipolaire, ou? Non, ils savent que je suis bipolaire, oui. Mais tu vois, comme mes enfants, mon livre Maudite folle, je veux pas qu'ils le lisent. Ils savent ça? Oui. OK. Parce que toi, tu dis, il y a des moments de cette vie-là que c'est pas important pour un parent. Est-ce que tu entends les criquets en ce moment? OK. Salut! Le message est très criminel. Mais il est là. Tu peux regarder encore? On vous regarde, là. Allô? Je salue mes enfants, mes parents aussi. On enverra un email. On leur enverra directement l'épisode. On va faire comme, hey, je dis ça, je dis rien, mais écoutez cet épisode-là, c'est un peu pour vous. Mais sincèrement, l'avantage que j'ai, c'est en œuvrant, puis Eric, les deux, vous allez comprendre, c'est que en œuvrant dans le milieu artistique, tu sais, c'est comme, c'est bien plus que c'est cool, nous. Tu sais, comme, on est cool, on est excentrique, c'est comme, OK, tu sais, tu comprends, ça passe mieux que... On a une vie privée, tu sais. Ben, encore là, moi, je suis humoriste, puis je parle beaucoup de sexualité sur scène, tu sais, puis mes livres aussi, puis tout ça. Et le garçon de mon conjoint, qui est avec nous à temps plein, je le connais depuis qu'il a 11 ans, il est rendu à 17 ans maintenant. Et lui, c'est pas cool, là, sa belle-mère qui parle. Ben, je le sens, le malaise, là, tu comprends? Ben oui. Je sais pas ce que c'est chum de gars, s'il en parle ou pas, tu sais, à l'école, puis tu sais, comme il m'en parle pas non plus, puis tu sais, c'est correct. Mais ça quand même. Oui, c'est ça, tu sais, comme, puis je le mettrai jamais devant mon show, faire comme, t'écoutes mon show, tu sais, jamais de la vie. Tu sais, de toute façon, mon show, je le conseille aux 16 ans et plus, parce que ça cause des malaises chez les parents qui sont alentours, tu sais, comme, les parents, ils font comme, comment ça, il y a un enfant à table à souper?
Tu sais, ils sont pas bien, là, tu sais. Fait que tant qu'à avoir du monde pas bien dans ma salle, j'aime mieux avoir du 16 ans et plus, puis tout le monde est bien, tu sais. Je comprends qu'il y a, tu sais, comme il y a des bouts de sa vie que même si on a mis public, ben ça veut pas dire que c'est une information que nos enfants devraient avoir, tu sais, ou nos parents, là, tu sais, effectivement. Mais bon, ma mère, elle a dit, tu l'as écrit, si t'es capable de l'écrire, capable de le lire. Fait, ouais, tu vas être surprise. C'est ça. Exact. Ce que tu as vécu au niveau de ta sexualité a pas fait en sorte que tu as mis une barrière entre l'éducation sexuelle de tes enfants et toi. Tu as quand même pris ce rôle-là important. Oui. Puis, tu sais, puis je pense que tu es la mieux placée pour le faire parce que justement, tu connais les risques et les conséquences et toute la patente. Fait que ça, je trouve ça merveilleux. Non, puis je respecte aussi le fait que, je veux dire, il y a l'éducation sexuelle à l'école, puis je veux dire, il y a des livres, il y a Internet. On s'entend qu'à un moment donné, je dois respecter aussi la façon dont mes enfants veulent prendre l'information. Exactement. Tu sais, je control freak, oui. Mais ça se peut que tu sois pas le premier répondant. Oui, mais oui. Mais oui. T'as le mérite d'être clair. C'est comme la meilleure encyclopédie, c'est moi vierge. Mais en fait, s'il y a quelque chose qu'on veut contrôler, c'est bien l'information qui rentre dans le cerveau de nos enfants. En fait, on veut pas nécessairement contrôler ce qui rentre, mais on veut être capable après ça de filtrer ce qui est rentré. Exact. C'est comme les bonbons d'Halloween quand ils arrivent. Laisse-moi regarder qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, puis je vais te dire comme qu'est-ce qu'on peut prendre ou pas. Non, tu vois, comme un sac de coke, non, on va t'enlever ça. Il y a un clou dedans, on va l'enlever aussi. Mais c'est ça, tu sais. Sac de coke, tu le gardes, tu le vends. Bon, ben c'est ça, tu vois. T'attends au prochain Halloween. Oh my God, OK. Est-ce qu'on peut préciser que j'ai jamais fait de drogue de ma on peut le préciser. Absolument. Je pense que tu l'avais mentionné. Puis de toute façon, avec ta vie, je suis pas sûre que tu en avais besoin. Non, je te confirme. Tu sais, comme ce mélange-là aurait été explosif. Non, mais imagine. Non, mais guys, sérieux, je là. peux pas imaginer. Mais ça reste un bon point parce qu'il y a plein de gens qui comme notre collègue P.A. Méthode, qui lui aussi vit avec la bipolarité. Que j'adore, hein. J'adore merveilleux P.A. Je l'aime d'amour. Et ce gars-là l'a toujours dit. Je bois pas d'alcool parce que ça fit pas avec ma médication. Voilà. Mais si tu veux me rouler un doobie, mon médecin et moi, on s'est assuré que ma médication pouvait fitter avec ça. Tu sais, fait que des fois, les gens ont peur parce qu'ils se disent, tu sais, je consomme de la drogue, puis tu sais, je pourrais pas avoir une médication. Si je prends de la médication, il va falloir que je lâche ça. Mais des fois, il y a des médecins qui sont vraiment assez ouverts d'esprit pour trouver quelque chose. Ils disent, regarde, si t'arrêteras pas. Le mien. Pas le mien. Mais il y en a qui disent, si t'arrêteras pas, on va essayer de trouver quelque chose qui est malléable entre les, tu sais, qui fit avec les deux. Tu sais, puis lui, il l'a toujours dit. Il dit, on a essayé de trouver quelque chose qui fait en sorte que autant que je peux continuer à consommer de la Marie, puis, tu sais, comme prendre mes médicaments pour trouver un juste milieu. C'est un fit, essentiellement. C'est un fit. Exactement. Faut que ça fit. Faut que c'est un travail. Ce que je comprends, c'est que si je fais la synthèse de tout ça, c'est un travail. C'est pas, on dit en anglais, malheureusement, désolé aux auditeurs, c'est un work in progress, c'est un travail dans son processus. Ouh! Ça, c'est la traduction mot à mot qui était un travail de longue haleine. Voilà, merci. Bon, check là, qu'est-ce que tu de m'upstager. C'est ça. C'est quoi la prochaine fois que va arriver, là? Tu vas animer les oliviers, c'est ça? Tu vas t'inviter à tout le monde en parle, À part le fait que t'as oublié le hors d'onde des oliviers, c'est ça! J'ai déjà tout fait ça. Pas grave. J'ai déjà tout fait ça. Dis-le fièrement. Hashtag brag, check là. Hashtag brag. TLMP. Oh, wow. En tout cas. Mais ça, ça pour ça, c'est un travail, c'est un work in progress. Un travail de longue haleine. Mais... C'est juste courage, c'est un peu ce que je comprends. Parce que la sexualité tout court, je pense, de la vie de quelqu'un qui ne vit pas avec un trouble ou un problème de santé mentale, reste un travail de longue haleine, imagine. Fait que rajoute un coefficient de difficulté, tu sais, ça reste un double travail. Fait que, tu sais, il faut pas s'attendre à ce que tout fonctionne par magie, là. Moi, ça me fait rire que le monde pense que... Non, puis c'est correct, là. Ouais, mais... Je veux dire, tu sais, toute la pression qu'on se met, c'est correct là, de faire comme, tu sais, ça file pas. Il y a des moments où, tu sais, j'ai pas la force d'aller pas la force de continuer, c'est sûr, mais d'aller chercher de l'aide, par exemple. Tu sais, ça fait partie de la vie. Parce que je trouve qu'on vit dans une société, là, je vais pas trop m'éloigner du sujet, mais je me dis, on vit dans une société qui a tellement d'attentes sur l'ultra-performance et tout et tout. Tu sais, on dirait que quand tu prends une pause, tu dis, hey, moi, ça va pas, là. Je vais me soigner. C'est correct, là. Tu comprends? Voilà. Exactement. Et puis pour les personnes qui sont pas, qui ne souffrent pas de maladie mentale,
puis qui parle à des personnes qui souffrent de maladies mentales. Non, la réponse, c'est pas t'as juste à faire. Tu le vis pas. Exact. C'est pas un t'as juste. C'est plus complexe que ça. Il y a plusieurs. Il y en a un t'as juste. C'est t'as juste à écouter. Ouais, puis t'as juste à fermer ta gueule. C'est exactement ça. C'est juste pour toi, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Il y a pas de t'as juste. C'est facile de dire à quelqu'un t'as juste quand tu le vis pas toi-même. Donc, ouais, c'est ça. Fait que le sexe est un travail de longue haleine. La vie sexuelle change, la vie sexuelle évolue. La maladie, j'imagine, aussi évolue. Puis, tu sais, comme, je veux dire, va avec la vie. Fait que la difficulté, ça doit être d'essayer de faire figurer. Figurer? de cohabiter les deux ensemble. Exactement. Puis, cette pression-là dont tu parlais, Varda, elle est omniprésente en sexualité. Hein, cette perfection-là de performance en sexualité, je pense qu'elle est exponentielle, même comparée au travail. Il faudrait tout le temps que le sexe soit beau, soit bon, que tu viennes 2,3 fois par semaine, etc., etc. 2,3. 2,3. Oui. 2,3 est très important. C'est la crossette on the side. Ça, c'est un petit point 3. Mais qu'il y ait une période de vie où la sexualité est absente, c'est acceptable, le temps qu'on se remette. C'est acceptable si elle est absente toute ta vie puis que ça fait ton bonheur. Exact. Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, c'est toute cette pression-là, si on peut se l'enlever pour, après ça, être mieux dans notre tête puis mieux vivre au quotidien. Je pense que autant la pression de la performance de la vie de tous les jours que dans le sexe, on va faire du monde meilleur. Ouais. Ben, écoute, Varda, je te remercie beaucoup. Ce fut un plaisir. Je suis tellement contente. Non, mais je suis vraiment. Moi, je vous remercie aussi. Mais je suis vraiment flattée et honorée que vous ayez pensé à moi. Ah, ben, ça fait très, plaisir. très Et je vais revenir pour parler de méditation, de soupe aux nouilles. C'est vraiment comme vous le voulez. Ben, je sais pas comment tu vas pallier ça avec la sexualité, je sais pas mais comment tu vas OK. Merci beaucoup de nous suivre. C'était notre épisode pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, les différents podcasts. Si on n'est pas sur votre podcast préféré, vous avez juste à nous informer. On va se faire un plaisir de le rajouter dans la longue liste de podcasts que nous avons. Donc, quelle sorte d'auxiliaire que t'as? C'est même pas un auxiliaire. C'est ça, tu sais même pas comment le dire. Hey! Laisse-moi parler, madame! Hey, je pense que c'est terminé, cette journée. Pour de vrai, c'est ça, c'est une longue journée. C'est une belle journée. Une belle journée, pour de vrai. Ouais, suivez-nous. On est les Fallops. Varda, merci. Moi, je suis pas une Fallope. T'es pas une Fallope? Non, je suis autre chose. Bye. That's where the high five. Bye! Wow.